Salut tout le monde, bienvenue à On joue-tu, le podcast. Épisode 13, l'amour et les jeux. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 13 du podcast On joue-tu. Comme vous avez pu voir par le titre, je ne suis pas avec Benji cette semaine. Juste avant de vous présenter mon invité, je voulais juste vous dire que si ma voix est un peu bizarre, c'est que je viens d'avoir un rhume, donc ma voix est pas totalement rétablie, mais on va quand même faire le podcast. Je voulais aussi revenir sur vos réponses à la question de la semaine dernière. Pour rappel, la question c'était quel est votre critère numéro 1 pour qu'un jeu intègre votre ludothèque? Alors la première réponse qu'on a c'est de Jean-François Gilles sur la page Facebook qui nous dit le critère numéro 1 pour moi est une ou des mécaniques servant le jeu et qui se complètent bien entre elles. Il y a aussi l'esthétique du matériel et des illustrations, j'y accorde une attention particulière, mais si le jeu n'est pas fun, même s'il est joli, je le prends pas. Et je regarde aussi le nombre de joueurs, je veux des jeux qui se jouent en solo, après je regarde des tests et des vidéos qui parlent du jeu, et si le thème me parle, ben go. On a aussi Et j'écris à Lynn sur la page YouTube qui dit « Ce que je cherche dans un jeu par ordre de propriété, l'originalité de la mécanique, que ce soit un bon jeu solo, pas forcément des règles difficiles, mais qui te demandent quand même un certain degré de réflexion, un bon niveau de rejouabilité et en dernier, l'esthétique. Je ne suis pas prête de me lasser de It's a Wonderful World et d'Agricola par exemple. Rien que d'en parler, j'ai envie de me faire une petite partie. Donc merci beaucoup. Donc déjà, on a deux personnes qui nous parlent de l'esthétique, donc c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Olivier Blanchard sur la page YouTube qui nous dit « Le premier critère qui me fait acheter un jeu aujourd'hui, c'est une mécanique inédite que je n'ai pas déjà dans ma ludothèque. Et c'est de plus en plus dur à trouver. » Ben bien sûr, plus on a de jeux, plus ça devient difficile. Et pour finir, on a aussi Guillaume Tribou sur la page Facebook qui a dit « J'ai pas forcément un critère numéro 1, je regarde l'ensemble et surtout, je m'informe sur celui-ci. C'est rare que j'achète un jeu à l'aveuglette. Après, j'ai effectivement quelques exigences, comme un minimum d'interaction. Je déteste les jeux où chacun pourrait jouer dans une pièce et donner son score une fois fini. » Donc merci beaucoup aux personnes qui ont pris le temps de répondre à la question de la semaine. Souvenez-vous, vous pouvez toujours répondre à toutes les questions de la semaine, soit directement sur la vidéo sur YouTube, ou vous pouvez le faire sur la page Facebook, ou pour finir, par email, vous pouvez m'envoyer un email à jouton@gmail.com, jouton@gmail.com. Alors maintenant, je vous ai assez fait attendre, je vais vous présenter mon invité. Donc c'est Madame On joue-tu elle-même, donc c'est Nadia. Comment ça va Nadia? Ça va bien, merci. Donc merci d'avoir accepté enfin de faire partie de mon projet. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de comment c'est pour toi d'être marié maintenant à un accro des jeux de société. Mm-hmm. Est-ce que accro, c'est le bon mot? Je pense que accro, c'est parfaitement adéquat. Donc avant d'attaquer ce thème-là, ben, je vais te laisser te présenter. Donc toi, c'est où que ton voyage avec les jeux de société, ça a commencé où? Ton aventure avec les jeux? Je pense que comme beaucoup de personnes, ça a commencé dans ma famille avec les jeux un peu typiques qui finissaient souvent en dispute familiale, donc ils m'ont souvent un petit peu dégoûté des jeux. Ensuite, il y avait les jeux de soirée, les jeux à boire, soyons honnêtes. Et puis ensuite, plus particulièrement, tous les jeux maintenant, c'est surtout avec toi. Ouais. Donc ça veut dire qu'avant moi, mais tu faisais quand même des jeux, non? J'en faisais quelques-uns, j'en avais quelques-uns, mais vraiment, c'était pas quelque chose que je faisais fréquemment. Donc, encore une fois, on va avoir le temps d'un peu décortiquer tout ça dans le deuxième thème. D'ailleurs, toi, est-ce que tu voulais aussi répondre à la question? C'est quoi, toi, le critère numéro 1 que je sais que c'est pas toi qui intègre les jeux dans la ludothèque, c'est plutôt moi. Mais si ceux que toi qui t'accrochent, c'est quoi le... Je pense que pour moi, si j'achète un jeu, ça doit être un jeu qui se joue en groupe. Un jeu que je pense peut être drôle à faire en groupe. Je crois que les seuls deux jeux que j'ai achetés sont Trivial Pursuit, que moi j'adore, mais toi tu n'aimes pas. Et aussi Cards Against Humanity, que je crois que tu n'aimes pas beaucoup non plus, aussi, mais ouais. que moi je trouve absolument hilarant. C'est pas que je l'aime pas, c'est que vous comprenez tout pas mon humour. Alors maintenant, on va passer au premier segment, nos découvertes de la semaine. Je sais qu'en général, je me plains tout le temps que j'ai jamais une découverte, contrairement à Benji et David, mais cette semaine, j'en ai bien une. Et puis, toi aussi, t'en as une, parce qu'on a fait une soirée jeu la semaine dernière avec des amis, puis on a joué à 2 nouveaux jeux. Mm-hmm. Donc moi, je vais commencer avec Seven Wonders Architect, donc un jeu qui fait beaucoup le buzz ces temps, un jeu que je devais recevoir il y a longtemps, mais il y a eu un petit problème avec l'envoi depuis Repose Production. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est Seven Wonders, vous le savez déjà. Un gros jeu à succès. Et puis, en fait, c'est Antoine Boza, le créateur, qui a décidé de faire une version familiale
de ce jeu. Donc comment ça se joue? Ben, c'est vraiment très très simple. On a chacun une merveille qu'on doit construire. Toutes les merveilles se font en 5 étapes et on doit prendre des cartes à notre tour. C'est vraiment prendre une carte soit dans la pioche de droite, la pioche de gauche ou la pioche centrale. Donc sachez quand je dis la pioche de droite, ça veut dire celle qui est entre moi et le joueur de droite. C'est tout simplement ça. Aussitôt qu'on a le matériel nécessaire pour construire la merveille, ben on retourne cette partie-là et on défausse les cartes. C'est ça la grosse différence en fait avec Seven Wonders, qui est... c'est toujours l'affaire que moi j'ai de la peine à expliquer. Je me souviens même d'ailleurs quand je t'avais expliqué Seven Wonders Duel, on avait un peu ce problème de... Quand toi, tu construisais un bâtiment avec la pierre, tu pensais qu'il fallait que tu te débarrasses de la pierre. Mais non, il faut les garder dans Seven Wonders. Ben, dans Architect, maintenant, on les défausse et puis on va continuer à piocher des nouvelles ressources. Donc, je pense que, franchement, c'est ça qui fait que le jeu est familial. C'est que c'est beaucoup plus simple à comprendre de dire, si tu veux construire ça, il faut que tu te débarrasses de ça. Donc, c'est un jeu que... on a joué à 7, hein? On a fait une partie à 7. Oui, et puis, donc c'était tous des gens qui avaient jamais joué, qui connaissaient, la majorité avait déjà joué à Seven Wonders. Moi, j'ai refait une partie par après avec des amis à 4, et puis ils ont tellement aimé qu'ils ont voulu refaire. Je vais préciser qu'il y a personne avec qui j'ai joué qui était un un expert des gros jeux, je dirais. Donc, c'est sûr que le public cible était top. On était vraiment dans les jeux familiales. Mais pour le moment, moi, j'ai eu que des bons commentaires. En tout cas, les 7 personnes qu'on a joué l'autre jour, t'es d'accord? Ils étaient toutes... tout le monde avait aimé, je pense. Oui, je crois que tout le monde aimait. Il me semble qu'il y avait 2-3 personnes quand même qui avaient plus l'habitude de Duel ou de Seven Wonders qui ont peut-être reproché au jeu de pas être assez stratégique, assez compliqué. Mais bon, on savait que c'était pas le but du jeu non plus. Ouais, exactement. C'est vrai que Pascal, il disait « Ah, mais moi j'aime tellement Seven Wonders. » Oui, mais c'est la version familiale. C'est sûr que ça va pas être aussi stratégique. Donc voilà, un jeu que je vais d'ailleurs vous présenter, je pense la semaine prochaine ou celle d'après en vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez à l'affût de ça. Donc toi, ta découverte de cette semaine, c'est Awkward Guest, ouais, Awkward Guest. Donc c'est un jeu que nous on a en anglais, en français ça s'appelle Invité à éviter. Voilà, Invité à éviter. Donc ça ressemble beaucoup au jeu de Cluedo, au jeu de Clou. Comme dit Max, je crois que les Québécois disent Clou. Donc chaque fois qu'ils commencent en disant Clou, je rajoute Do. Un petit peu comme le jeu de Cluedo, mais modernisé et avec beaucoup plus d'interaction avec les personnes qui jouent. Donc là aussi, on doit savoir qui est le meurtrier, on doit trouver le coupable, on doit trouver la raison du meurtre et on doit trouver l'arme qui a été utilisée. Sauf que dans cette situation, en fait, on est tous des détectives privés et on a tous de l'information sur le crime. Et le but, c'est de partager cette information avec les autres inspecteurs, enfin les autres détectives, afin de... pouvoir ensuite obtenir plus d'informations aussi, donc échanger de l'information. Donc c'est à la fois un petit peu collaboratif parce que forcément nous devons échanger cette information pour pouvoir avancer dans notre enquête, mais en même temps aussi le but c'est de gagner tout seul, soi-même. Et donc il y a un petit peu ce petit jeu entre genre je veux te donner cette information mais c'est la bonne information donc je veux pas te la donner mais je veux prendre ton information parce que là ton information elle a l'air vraiment utile pour moi. Et c'était vraiment très très drôle. Ça fait un petit peu de temps à mettre en place. On n'a pas tout de suite tout compris. Mais une fois qu'on était dedans, je crois qu'on a vraiment bien rigolé. Ouais, puis en fait, c'est un jeu que la mise en place est extrêmement longue. J'aurais dû la préparer d'avance. C'était un peu mon erreur. Mais en fait, ce que tu viens d'expliquer, c'est ça qui est intéressant. C'est le fait que si moi je veux de l'information importante, je dois donner une valeur égale d'information. Ça veut dire, exemple, si moi j'ai une carte qui vaut... C'est tout sur une échelle de 1 à 3. Donc une carte qui vaut 3, c'est une carte c'est sûr que ça va donner de l'information importante. Donc si moi je donne cette carte-là, je veux recevoir la même valeur. Donc c'est ça qui est intéressant parce que tu peux vraiment pas être égoïste. Si tu veux jamais échanger avec les autres, ben ils échangeront jamais avec toi. Donc ça c'est un jeu de Ron Gonzalo Garcia. Ça se trouve pas en Europe malheureusement. Moi je l'avais acheté au Canada et puis je l'avais ramené dans mes valises. Mais j'ai vu sur la page Board Game Geek que il était présent à Essen. En français, ça veut dire qu'ils ont des plans de l'amener ici en français, ce qui est, franchement, ce serait génial. C'est vraiment un bon jeu, puis en plus, ce qui est cool, c'est que tu peux jamais manquer de scénario. Tu télécharges une application qui va te donner un scénario, donc à chaque fois, c'est unique, tu peux jamais arriver à la fin de ce jeu-là. Donc, Awkward Guest ou Invité à éviter en français. Je vais vous garder à l'affût de si ce jeu-là arrive en français, je vous en reparlerai dans un prochain podcast. Juste une petite critique de ce jeu qui en fait
Donc tous les jeux apparemment ont une manière différente de décider qui sera le premier joueur. Avec ce jeu, en fait, il s'agit de décider, de choisir qui est la personne la plus au coude, la plus malaisante. Ouais, malaisante, ou je sais pas comment traduire ça, du groupe. Ce que je trouve un tout petit peu étrange et qui peut bien plomber l'ambiance. Ouais. Ah oui, en fait, toi, t'es méga au coude. C'est toi qui commence. Mais bon. Donc, c'est pour ça que tu avais dit que c'était moi. Hein. Comme ça, Oui, moi, je suis capable de l'accepter. C'est ça, pour offusquer personne d'autre. Alors maintenant, on va déjà passer au deuxième segment, donc notre thématique de la semaine, l'amour et les jeux de société. En gros, on va juste un peu parler de ce que c'est d'être le conjoint ou la conjointe de quelqu'un qui est accro aux jeux de société, parce que je vais pas dire que j'aime les jeux de société, à ce point-ci, c'est vraiment une addiction. Comment est-ce que toi, tu trouves ça? D'ailleurs, quand on a commencé à se fréquenter, j'étais déjà assez fan de jeux, un petit peu moins que je le suis maintenant, je pense que j'avais peut-être 20 jeux, j'en avais pas 150, mais donc pour toi, ça a jamais été quelque chose qui pouvait refroidir ou tu te disais pas ah mais je trouve ça un peu geek ou non, alors pas du tout. Alors un peu geek, oui, peut-être. Mais bon, chacun a son côté un petit peu geek, hein, ça c'est pas bien grave. Moi en fait, tant que c'était un hobby dans lequel j'étais pas forcément obligée de participer si ça m'intéressait pas, ça allait. Donc quand on s'est connus, on a quand même fait des soirées jeux ensemble, et puis je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, et donc c'était pas un souci. Bien sûr, moins que toi. Mais l'avantage avec ton hobby, les jeux de société, c'est que des fois on peut jouer ensemble, des fois t'as des amis qui viennent jouer avec toi, des fois il y a aussi des jeux à faire seul, donc finalement on s'adapte et donc ça marche assez bien. Ouais, tu viens de parler on faisait des soirées jeux. Je sais pas si tu te souviens qu'un de nos premiers dates, on avait fait une soirée jeu chez une de tes amies. Je sais pas si tu te souviens, c'était quoi le jeu? Ah non, j'allais dire Dominion, mais non, c'était pas ça. Non? C'était... D'ailleurs, c'est assez drôle parce que toi tu le sais pas parce que t'écoutes pas les podcasts, mais on a vraiment un running gag sur le jeu Dominion parce que tout le monde nous dit mais c'est incroyable que vous avez jamais joué à ce jeu-là. Puis toi, tu y as joué. Ouais, j'ai une très mauvaise expérience avec Dominion. Je l'ai fait à une soirée avec des amis et je pense qu'on a commencé à la faire vers 11h du soir après avoir déjà très très bien bu et... Enfin, peut-être que j'exagère, mais il me semble que tout le monde savait le jeu à part moi. Et donc, ils ont essayé de m'expliquer. À l'époque, je jouais pas du tout à des jeux de société. Et j'ai vraiment, vraiment rien compris. Et tout le monde était un peu là, genre, oh Nadia, t'es vraiment bête, t'as vu ce que t'as fait? Non, ce que t'as fait, ça a aucun sens. Et donc, depuis, je déteste le jeu. Ouais, mais c'est drôle parce que je pense que maintenant, avec l'expérience que t'as pris en jouant à des jeux assez complexes, je suis sûr que maintenant, t'arriverais très bien à Dominion. Peut-être, mais chaque fois que j'entends le nom, ça m'irrite. Ouais. Donc non, c'était pas celui-là, on avait joué à Sheriff of Nottingham. Ah oui, Sheriff of Nottingham. On avait joué à ça chez Sonia. C'est juste. Ouais. J'aimais pas ce jeu à l'époque, maintenant je l'aime bien. Ouais, tu l'aimes bien. Ouais, il est drôle. Et puis, donc c'est quoi que tu dirais qui est le plus difficile d'avoir quelqu'un qui demande sans cesse est-ce que tu veux jouer, Justement, c'est que des fois je suis pas d'humeur à jouer des jeux, je rentre chez moi, ou bien des fois même je suis d'humeur à jouer des jeux, mais n'étant pas une passionnée, moi j'ai vraiment ma petite liste de jeux que j'aime bien. Ouais. Et des fois je veux tout simplement jouer à ça parce que c'est plus facile. Et apprendre à jouer un nouveau jeu, pour moi, c'est quelque chose qui demande en fait quand même beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Et des fois, c'est vrai que j'ai pas forcément la patience pour ça. Surtout quand c'est un jeu qu'on essaye et que je n'aime pas. Ouais. Et là, je me dis... Je vais passer 1 heure à apprendre et jouer à un jeu qui ne me plaît pas. Est-ce que tu as un exemple en tête d'un jeu que je t'ai un peu forcé à apprendre que tu as vraiment détesté? J'en ai plusieurs. Alors d'abord, j'ai Santorin. Ah, Santorini, ouais. Santorini, ouais. Qu'on a joué, que j'ai juste pas du tout aimé. Ouais, moi non plus. Et puis oui, je pense que tu penses à Villainous. Oui. Et ça s'est très très mal passé. Où j'avais pris apparemment, je crois que c'est un des plus difficiles, c'était Ursula de la petite sirène. Ouais. Et déjà l'explication du jeu était longue. Et après on a commencé à jouer. Et je ne comprenais rien, j'avais l'impression de tout faire faux, j'avais l'impression que j'étais bloquée dans toutes mes actions et donc on a dû arrêter de jouer. Puis en plus, je me souviens que c'était un peu presque une trahison pour toi parce que t'aimes assez Disney. Oui, j'adore Disney. Et puis en plus, les figurines elles sont tellement magnifiques, donc vraiment je me réjouissais de découvrir ce jeu.
Et moi, je pensais que vu que c'était Disney, ça allait être quelque chose d'assez familial, d'assez tranquille, d'assez mignon. Et en fait, c'est extrêmement stratégique et compliqué. Et non. Puis c'est très confrontationnel, ce qu'en général t'aimes pas. Ouais. Je déteste les jeux de confrontation. Pour moi, les jeux de société, c'est un moment pour se relaxer, se faire plaisir. Et des moments que je suis dans le conflit, dans la confrontation, je n'éprouve aucun plaisir. Ouais. Puis même récemment, je suis en train de penser à... On a joué récemment à Pachacunya. Et puis t'avais aussi eu cette réflexion de penser que, comme toi tu dis, je te trollais parce que je t'empêchais de faire quelque chose, mais en fait c'était plus que moi j'étais obligé de faire ce mouvement-là. Oui, alors ça, il n'y a rien qui m'énerve plus que quand on m'empêche de faire une action. Parce que là, j'ai mal interprété et que tu ne le faisais pas exprès, mais pour moi, tu essayais de me bloquer et je ne pouvais plus jouer. Et ouais, ça m'a bien énervé. Alors que Pachacunya a l'air d'être vraiment un chouette jeu, mais... Ouais. C'est vrai que la partie que nous avons fait ensemble, c'était pas la meilleure. Ouais. Et puis, donc, moi, quand je me suis embarqué dans cette aventure YouTube il y a 2 ans, pendant le confinement, c'était quoi ta réaction par rapport à ça? Est-ce que tu te disais, oh non, ça va être encore pire? Ou est-ce que tu étais contente? Comment tu voyais ça? Moi, je trouvais que c'était bien, justement. Je me suis dit que c'était un moyen de vraiment peut-être faire profiter à plus de monde. Parce que, justement, Mathieu, il est connu, c'est l'ami qu'on amène dans les fêtes, c'est sur lui qui explique les jeux. Et personnellement, je trouve que expliquer un jeu, c'est quelque chose qui est très difficile à faire et tu le fais super bien. Donc, en plus, tu as cette personnalité qui est très extravertie. Donc, pour moi, ça faisait beaucoup de sens, en fait. Ouais. Donc, j'étais plutôt encouragé à le faire. Justement, pour ceux qui ne savent pas, dans les tout débuts de ma chaîne YouTube, c'était un peu toi, ma testeuse, dans le fond. Oui. Moi, je finissais une vidéo, puis pas que je t'obligeais, mais je te disais, est-ce que tu peux la regarder avec moi pour voir s'il y a des problèmes dans le montage, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et puis tu l'as fait quand même assez longtemps. Je dirais la première année, presque toutes les vidéos, je t'ai fait regarder. Mm-hmm. Et parfois les vidéos étaient très longues. Oui, je me souviens, je pense que la première vidéo où tu m'as dit là, non, c'était Tawan Tinsuyo ou Tekken, je sais plus c'était lequel. Qui faisait en tout cas plus de 40 minutes. Ouais. Et j'étais là, c'est trop. Ouais. Surtout pour un jeu que tu connaissais déjà, tu te dis, il n'y a aucun intérêt à regarder ça. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai dû trouver d'autres façons de faire, mais t'es quand même une warrior, t'as quand même fait une bonne année à regarder tout ça. Ouais, je te soutenais, je t'aidais aussi de temps en temps avec le français. Oui, Dieu sait que j'en ai besoin. Mais c'est vrai que, par exemple, genre les podcasts, c'est pas ton truc de passer 1 heure à écouter des gens parler de jeux. Oui, d'ailleurs, je suis très admirative de tes auditeurs, parce que justement, quand Mathieu m'a dit, ah oui, les podcasts, il faut parfois 1 heure, parfois 1h30, je disais, mais qui va t'écouter pendant autant de temps? Écoutez-la pas, ok? Vous êtes des fans, continuez à écouter, c'est le fun. Et t'as dit, quand tu t'es présenté, tu parlais du fait que dans ta famille, tu jouais beaucoup en grandissant. Est-ce que c'est quelque chose qui venait de tes parents ou c'était vous, les enfants, qui disaient « Ah non, on a envie de jouer » ou est-ce qu'eux, ils venaient... Non, alors ma mère, elle est prof d'enfantine, donc oui, pour elle, c'était normal d'avoir des jeux à la maison. Donc non, alors c'était ma mère qui amenait les jeux souvent. Ouais. Juste pour nos auditeurs québécois, enfantine, c'est l'école primaire, hein? Oui, c'est quoi, les tout petits, 4-5 ans? 4-5 ans. Ah, 4-5 ans? Ok, ouais. C'est la maternelle, quoi. Oui. Est-ce que tu as des exemples de jeux que tu avais joué? Tu sais pas à quel âge ma mère elle enseignait? Quoi? Tu sais pas à quelle tranche d'âge ma mère elle enseignait? Oui, mais... Non, en fait, non, je savais pas. Si jamais tu écoutes ce podcast, dès le moment. Est-ce que tu as des exemples de jeux que tu joues avec ta famille? Cluedo? Oui, tout à fait. On jouait à Cluedo, clairement. On jouait à Monopoly, mais ça, je crois que comme pour tout le monde, ça se passait toujours mal, donc on arrêtait. On a quand même le Monopoly Junior, donc c'était un tout petit peu moins confrontationnel. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait la bonne paye aussi, je me souviens qu'on aimait bien, on jouait souvent. Ouais. Après tous les jeux un peu typiques comme Toucher Coulé, Mastermind. Ouais, Mastermind, ouais. Ouais. Pictionary. Trivial Pursuit, non? C'est pas quelque chose que... Non. Non? Oui, c'est plus tardivement. Ouais. Et puis, donc, si toi... Disons que maintenant, il y a des gens qui écoutent ce podcast en ce moment, qui ont justement un conjoint ou une conjointe qui est pas tellement en jeu. T'as-tu des conseils que tu pourrais leur donner, exemple de comment ou de quel genre de jeu qu'on pourrait utiliser pour les attirer ou peut-être de quelle manière le faire, des conseils comme ça, ou est-ce que tu veux juste leur dire d'abandonner puis de passer à autre chose? Non, alors je pense qu'il y a des manières de faire. Enfin, moi j'étais convaincue alors que clairement j'aurais jamais pensé que je serais intéressée par des jeux de société. Je pensais en fait que c'était un truc qui s'arrêtait vers l'enfance et puis qu'ensuite on devenait adulte et qu'on arrêtait de jouer à des jeux. Je pensais pas qu'il y avait des jeux vraiment plus compliqués que ça. Je pense que mes seuls conseils, ce serait justement de commencer avec des choses assez simples.
Justement, en fait, moi, adulte, j'ai recommencé un jeu, on me l'a présenté une fois, c'était pendant que je travaillais dans un camp. Et quelqu'un est venu avec Seven Wonders. Ouais. On a essayé de m'expliquer, je n'ai absolument rien compris. Ouais. Donc je me suis totalement désintéressée de ce jeu. Donc ne commencez pas avec Seven Wonders, ce serait une mauvaise idée. Mais je pense que peut-être commencer, c'est ça, par des jeux de groupe ou des jeux qu'on peut jouer à deux, en couple. Des jeux assez simples. Moi, des premiers jeux que tu m'as présentés, il me semble que c'était Patchwork. Patchwork, ouais. Et puis ça, on a beaucoup joué, j'ai beaucoup aimé. Moi, ça me faisait penser à Tetris, Ouais. j'aime beaucoup Tetris. Et... Ouais, ça par exemple, je pense que c'est une bonne manière de commencer. Ouais. On a parlé, le thème de la semaine dernière, c'était les... Je me souviens plus si je t'en avais parlé, mais c'est les OK Games, comme Benji appelait ça. Puis on a parlé un peu de Parks. Moi, je trouve que Parks, c'est un exemple parfait d'un jeu qui peut attirer des gens envers les jeux de société, parce que c'est pas trop compliqué, il n'y a pas de confrontation. C'est un jeu que tu aimes assez bien, non? Oui, j'aime bien Pax. Pour moi, c'est vraiment le petit jeu relaxant que tu joues le soir avec une petite tasse de thé. Ça ne demande pas trop de réflexion. Ouais. Je sais que nous, on a déjà essayé de faire des... c'est des jeux qui sont assez populaires généralement en couple. C'est les Unlock, les Escape Rooms, ces choses-là, les Time Stories. Et puis ça n'a jamais trop fonctionné. Non. Je pense que c'est toujours le danger des jeux collaboratifs. C'est qu'il y ait une personne qui suive plus que l'autre et ensuite qu'il y ait une personne qui prenne les décisions et l'autre qui suive. Moi, j'ai assez tendance à... Je sais pas, j'ai des problèmes d'attention. Des fois, je décroche. Et donc, ou avec Mathieu ou avec d'autres amis, c'est un peu genre « Ah, maintenant, on devrait faire ça, on devrait partir par là. » Et moi, je sais plus où j'en suis. Et j'aime assez peu ça, en fait. Moi, les jeux que j'aime, généralement, c'est les jeux où je peux faire mon petit truc dans mon petit coin. Et puis ensuite, on peut comparer nos résultats. Ouais. Et en fait, je peux faire, je sais pas comment expliquer, mais mieux que moi-même. Ces jeux de Unlock, ça me parle pas trop parce que justement, finalement, t'as qu'un seul objet pour un groupe de personnes et donc il n'y a pas tout le monde qui peut regarder en même temps. Ouais. Et donc, pendant que la première personne, elle lit, la deuxième personne, elle attend. Le temps que la deuxième personne, elle lise, la première personne est déjà en train de passer à la prochaine étape. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça, mais c'est vrai que pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça qui est drôle parce que, pour les gens qui savent pas, mais moi je le sais très bien, t'es une passionnée des livres, les histoires, oui. Et puis en fait, tout ce qui est un peu jeu narratif, ça t'intéresse pas trop en fait. Oui, c'est vrai, tout à fait. Peut-être parce que c'est beaucoup dans les clichés et tout ça. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a des... Je veux dire, on pourra en parler longtemps avec Benji, il était ici parce qu'il est vraiment fan de ces jeux narratifs, il aime beaucoup lire aussi. Mais c'est vrai que... Ouais, après, c'est vrai que je t'ai peut-être pas montré des bons jeux narratifs, mais à chaque fois qu'il fallait un peu lire un texte, un peu genre... Ouais, tout à fait. Je préfère lire ça de mon côté toute seule, l'histoire complète. Et puis, pourtant, des escape rooms, on en a eu fait dans la vraie vie, et ça, t'aimes bien, non? Ça, c'est drôle, oui. C'est vrai que ça va mieux. Oui, je pense que vu que justement, on est là en tant que présence et que c'est pas genre un texte qu'une personne lit et que... Enfin, je sais pas pourquoi, en fait, mais oui, c'est... Peut-être parce qu'on bouge, il y a quelque chose, c'est plus social ou... Ouais, mais quoi que là aussi, faut quand même faire attention avec qui tu vas, parce que selon la personne avec qui tu te retrouves, tu peux avoir la personne, alors toi tu fais ça, et toi tu pars par là-bas, et toi tu vas regarder ça, et ça me ferait péter un plomb. Ouais. Et puis donc, encore une fois, pour ceux qui savent pas, toi t'es aussi enseignante comme moi, on travaille d'ailleurs à la même école. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu dirais que maintenant tu essaies d'intégrer un peu dans tes classes, d'essayer de trouver des façons de faire des jeux un peu plus sociaux ou des choses comme ça, ou est-ce que pas du tout, t'as pas le temps de faire des jeux en classe? Peut-être moins comme toi, parce que toi tu prends vraiment des jeux que tu connais et tu les adaptes à la classe, alors ça c'est assez avancé. Mais par contre j'aime beaucoup faire les jeux avec les élèves parce que en effet ils adorent ça. Typiquement un jeu que toi t'as préparé, que t'as amené au cours, c'est Secret Hitler qu'on fait Secret Voldemort parce que Secret Hitler à l'école ça passe moyennement. Et les élèves adorent ça. Et en plus c'est fantastique pour nous, pour leur faire parler en anglais, des moments qu'ils doivent débattre, s'accuser en anglais. Donc oui, en tout cas amener les jeux dans l'établissement scolaire c'est super, les élèves adorent. Et pour nous qui enseignons des langues, ça les fait parler. Ouais. Parce que les élèves en général, je sais pas si toi t'es d'accord avec moi, mais moi le nombre de fois qu'on me demande de jouer au loup-garou, moi j'en peux plus. Tellement. Oui, ils veulent tout le temps jouer au loup-garou, c'est insupportable. Donc c'est pour ça que, au moins, pour ceux qui connaissent pas Secret Hitler, dans ce cas-ci Secret Voldemort, il y a jamais personne qui meurt. Peut-être potentiellement une personne à la toute fin. Donc ça veut dire que tout le monde reste toujours engagé dans la partie. T'as pas quelqu'un qui se fait tuer au début puis qui doit se promener dans la classe. Exact. Après c'est que pour des petits groupes, mais quand on a justement l'avantage de pouvoir enseigner parfois des petits groupes, là c'est vraiment parfait. Ouais. Une autre chose que nous on s'est un peu lancé dedans,
que je faisais pas du tout avant d'être avec toi, c'est les casse-têtes, les puzzles, comme toi t'appelles ça, ou il y a des gens ici qui appellent ça les puzzles. Je crois que c'est les pulses, non? Les pulses? Les Suisses, ils disent les pulses. Mais on n'a jamais compris ça, on trouve ça bizarre. Surtout toi aussi, en tant qu'anglophone. Oui, puzzle. C'est puzzle. Et puis le L, il est après les Z, donc... C'est pas puzzle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on s'est un peu mis là-dedans. Oui. C'est peut-être aussi une façon d'attirer les gens vers les jeux, de commencer peut-être par des choses comme ça, parce que, en fait, je sais que toi, ce que t'aimes beaucoup de ça, c'est un peu le côté presque méditatif, de, tu sais, boire ton thé, comme tu disais avant, mettre un petit podcast ou quelque chose, pas sur les jeux de société, et puis de faire ton puzzle. Donc peut-être que, par exemple, pour les gens qui ont des conjointes qui sont pas tellement jeux, c'est aussi peut-être une façon de gentiment amener cette idée-là de dire on peut faire des jeux qui sont un peu comme ça. S'ils aiment les casse-têtes, on peut passer à des jeux qui sont aussi un peu vraiment pas confrontationnels, un peu méditatifs, puis ça peut aussi les aider à embarquer là-dedans. Mais oui, je crois que beaucoup de personnes aiment les puzzles. Maintenant, je sais pas comment le prononcer. Les puzzles. Et... C'est tellement plus simple de dire les casse-têtes. Oui, c'est vrai. Mais pour nous, un casse-tête, c'est autre chose. Un casse-tête, c'est genre une énigme, non? C'est ça, c'est plutôt une énigme. Mais oui, je pense que c'était une excellente idée. Il me semble qu'il y a peu de gens qui n'aiment pas jouer au puzzle, donc... Ouais, c'est vrai. Après, il y en a qui trouvent ça long et ennuyant, mais si c'est le cas, je pense qu'ils n'aimeront pas non plus jouer à des jeux de société. Ouais, parce que sachez que cette histoire de casse-tête puzzle, on pourrait faire un épisode complet sur les mots que moi je dis que tout le monde rit ici, puis les mots que vous dites qui me font tellement rire. Tout à fait. Mais ça serait pas vraiment un podcast de jeux de société. Non. Donc maintenant, on va passer à notre dernier segment. Donc j'ai demandé à Nadia de me préparer son top 5 jeux. Oui. Et puis, moi, je vais pas vous donner mon top 5. Je vais simplement essayer Mais en fait, moi, je l'ai déjà écrit ce que je crois qui est son top 5. Je vais la laisser faire son top 5. Et puis à la fin, on verra combien il y en a que j'ai trouvé de juste. Donc je vais te laisser commencer avec ton numéro 5. Alors, en numéro 5, ce n'est pas le nom officiel, mais c'est le nom que nous lui avons donné. Futé malin. Ah, Futé malin! Donc, ça, c'est bien sûr les très futés. Oui. Donc, Futé malin, c'est le premier. Oui, mais finalement, en fait... La série. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quoi le deuxième, on avait dit, c'était... Il y avait Futé malin. Futé malin rusé. Futé malin rusé. Et puis le dernier, on en a pas... très malin, futé rusé, parce que ça faisait trop d'adjectifs. Ouais, puis on n'a pas trop accroché sur le troisième, hein. Ouais, exactement. Ouais. On a mis le troisième le moins. Ok. Puis est-ce que si t'avais à choisir un entre les deux, les très futés, est-ce qu'il y en a un que tu préfères à un autre? Même si je trouve que le 2 c'est probablement le plus réussi, par affection, je pense que je choisirais quand même le premier. Vu que c'est celui-là qui m'a fait rentrer dans le jeu. Et puis je me souviens quand tu l'as acheté, on jouait tout le temps. Tout le temps, ouais. C'est vrai qu'on a joué beaucoup à ce jeu. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, avec Benji, on a fait top 5 Roll and Write. Donc celui-là, c'était mon premier, mais moi j'ai aussi choisi le deuxième. Je trouve que vraiment Très Futé est un petit peu mieux. Mais c'est vrai que, ouais, Très Futé, vu que c'est le premier... il y a une place très particulière dans mon cœur. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais vite expliquer. Donc Très Futé, c'est bien sûr un jeu de roll and write, très simple. Il y a vraiment genre zéro thématique dans ce jeu. Ils ont même pas essayé d'y mettre un thème. C'est tu roules des dés de couleur, et puis donc tu vas choisir un dé. Si tu prends un dé d'une valeur trop élevée, toutes les dés qui sont en dessous de cette valeur-là, tu vas les perdre. Donc vu que tu dois rouler 3 fois à ton tour, il faut un peu gérer ça pour être capable de rouler 3 fois. S'il te reste plus de dés, tu peux plus rouler une 3e fois. Et puis ensuite, comme dans tous les roll and write, on va cocher des choses sur nos feuilles de différentes couleurs, on va faire des points de différentes façons. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'ai appelé ça la trilogie des futés. Et puis donc je vous explique les 3 jeux, comment ils se jouent. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Mais sachez que si vous voulez rentrer dans le monde des roll and write, c'est assez accessible. Par contre, c'est vrai que je me souviens qu'on a eu une expérience qu'on a essayé de le présenter à une de tes amies, puis elle comprenait rien. C'est un jeu assez compliqué à expliquer quand même, c'est vrai. Ça prend un petit peu de temps. Moi, il me semble aussi que quand tu me l'avais présenté, justement, c'était une de ces soirées où tu voulais me présenter un nouveau jeu et que j'étais pas d'humeur à apprendre un nouveau jeu et que ça avait pris un petit peu de temps, mais c'est vrai qu'une fois que tu as compris le concept, c'est vraiment chouette. Ouais. Et puis je dirais aussi de ne pas être effrayé par les chiffres et les dés. Enfin, moi, je trouve toujours que les nombres sont quelque chose d'assez effrayant. Je crois que j'ai vu ça et je me suis dit, oh non, il y aura des calculs à faire. Ouais. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ok. Est-ce que tu veux que je te dise tout de suite où moi je pensais qu'il était ou tu veux qu'on regarde ça pour la fin? Ok, je vais faire tout de suite. Alors, moi, je pensais qu'il était 4e. Donc, ça veut dire que je savais qu'il allait être dans ton top 5. Donc, déjà, j'en ai 1 sur 5. Ça serait quoi ton numéro 4? Alors, mon numéro 4, ce serait Broom Service.
Donc Broom Service, qui est bien sûr le jeu qui a gagné le Kennerspiel en 2015, créé par Andreas Pelikan et Alexander Pfister. Je l'avais pas dit avant, mais très futé, c'est Wolfgang Warsch, le même qui a fait les Charlatans de Belcastell. Donc Broom Service, c'est un jeu que moi je te l'ai... Ça doit être aussi un jeu que j'étais un peu forcé à essayer parce que c'est vraiment un jeu qui vend pas du rêve. Ah non, alors déjà quand on regarde l'image, ça vend pas du rêve, et le concept de sorcière brave, sorcière c'est quoi l'autre? Oui c'est ça, sorcière brave et sorcière lâche, j'étais là, ça n'a aucun sens, sorcière, pas de sorcière brave ou de sorcière lâche. Et finalement, en fait, il est vraiment, vraiment top. Comme jeu de groupe, je trouve qu'il a tout, il est tellement divertissant. Ouais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, on a parlé avant de comment toi t'aimes pas les jeux qui ont de la confrontation. Celui-là a pas de la confrontation, mais tu peux vraiment te faire bousiller ton tour par les autres joueurs. Totalement, mais c'est pas fait exprès. C'est et ça change tout. C'est vrai, c'est pas visé. Oui, c'est vraiment genre, moi je veux faire ça, donc si je le fais, toi tu peux pas le faire. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas Broom Service, c'est un jeu que je continue de vanter sur ma chaîne parce que je trouve que même s'il a gagné le Kennerspiel, je trouve que franchement il mérite beaucoup plus d'attention. Il y a une mécanique dans ce jeu-là que j'ai jamais retrouvée ailleurs. Donc ça veut dire que chacun son tour, on va devoir choisir des actions dans notre main. On a tous les mêmes actions, on a 8 cartes, et puis on va devoir choisir de faire une action. On a toujours le choix de faire une action en lâche ou en brave. Ça veut dire quoi ça? En lâche, ça veut dire que tu fais ton action sans risque. Par contre, si tu le fais en brave, il faut que tu t'assures d'être le seul autour de la table qui a choisi cette carte-là et qui l'a choisi en brave. Sinon, tu te fais enlever ton action par quelqu'un d'autre. Donc, c'est toujours un peu un genre de risk and reward parce que tu es toujours en train de te dire, est-ce que je tente d'essayer? Et puis, le sentiment de quand tu devines que tu es le seul à avoir la carte et puis que ça fait le tour de la table puis personne là, c'est génial. Par contre, le contraire est très énervant. Quand tu te dis c'est sûr que toi tu l'as pas cette carte-là, puis que finalement ils l'ont pris parce qu'ils se sont trompés ou peu importe, ça peut être assez frustrant. Tout à fait. Puis c'est un jeu qui est aussi assez prenant parce que finalement on essaie de former nos stratégies, mais aussi par rapport à ce que les autres vont faire. Donc on va regarder un petit peu le plateau et se dire genre ah bah lui il est là, donc probablement il va avoir besoin de ça. Là il manque des potions, donc il va probablement prendre ses cartes. Ouais. Donc on est vraiment en train de réfléchir beaucoup et puis ouais c'est vraiment vraiment très très prenant. Ouais. Donc ça c'est donc moi je l'avais mis en 5e position. Ok. Bon, donc et puis c'était celui que j'étais le moins sûr qu'il soit sur la liste. Donc je pense que pour ton top 3 je vais être assez bon. Je pense aussi. Alors ton numéro 3? En 3e position j'ai choisi Duel. Seven Wonders Duel. Ouais. Ok, je l'ai pas. Tu pensais pas, Ok, donc Seven Wonders Duel, bon, je sais même pas si j'ai besoin de l'expliquer, hein. Bruno Catala, Antoine Boza, on a parlé d'Architecte avant, Seven Wonders Duel, c'est la version qui est sortie en 2015, qui est pour 2 joueurs. C'est quand même assez drôle parce que c'est quand même un jeu de confrontation. Tout à fait. Et je dois faire attention à ce jeu parce que ça me rend très agressif quand je perds. Mais je trouve que c'est un jeu absolument fantastique. Ouais. Qui a un niveau de rejouabilité qui est insensé. Enfin, on a joué tellement de fois. Ouais. J'ai commencé à jouer sur Board Games Arena, puis après chaque fois que je perdais, j'étais fâchée, donc j'ai enlevé. Fallait faire 2 heures de yoga pour compenser. C'est ça. Mais je trouve que c'est vraiment un jeu qui... Enfin, en sachant à quel point il est petit, il est tellement bien, on peut jouer tellement de fois et chaque fois c'est... Une stratégie différente. C'est ça, une stratégie différente, il est très stimulant. Non, franchement, j'adore ce jeu, mais c'est vrai qu'il est confrontationnel. Alors, j'ai déjà mon première erreur sur cette liste. Ouais. J'ai même pas pensé, hein. C'est drôle. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un jeu qu'on jouait beaucoup quand on a commencé à sortir ensemble. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti. Je l'ai aussi tellement prêté à des gens, souvent je l'ai pas. C'est ça aussi, hein. Ouais. Ok, alors ton numéro 2? T'as mis quoi pour numéro 3? Non, mais moi, je vais pas te dire. Moi, je l'ai pas Duel, donc il est pas sur la liste. Okay. Alors, pour le numéro 2, j'ai mis, je pense que tu l'as deviné, It's a Wonderful World. Ouais. Par contre, moi, je l'ai mis premier. Ok. Ouais. J'hésitais vraiment entre le 1 et le 2 parce que je sais c'est lequel, mais je me dis, c'est vrai qu'on a joué plus récemment à It's a Wonderful World et puis je pense qu'on a fait plus de parties que ton numéro 1. Tout à fait, on a fait plus de parties, mais aussi parce que c'est un jeu qui est assez facile et rapide à mettre en place et puis on enchaîne aussi les parties. Mais oui, alors It's a Wonderful World, c'est un jeu fantastique, aussi un jeu que tu ne voulais pas apprendre parce qu'il avait l'air beaucoup trop compliqué. Et il est compliqué, la première fois que tu joues, tu fais un petit peu n'importe quoi. Mais à force de le jouer, quand tu commences à comprendre comment ça marche, ça devient un jeu absolument fantastique. Et je me réjouis de recevoir It's a Wonderful Kingdom. Ouais, qui arrive cette semaine. Ouais, mais il va nous falloir un nouveau confinement pour pouvoir jouer à ça.
Bon, après, j'ai hâte de voir parce que c'est vrai qu'en fait, ils ont rajouté plus d'éléments de confrontation. Donc, peut-être que. À voir. Il va falloir que une fois qu'on l'aura testé, je vais dire à nos auditeurs ce que t'en penses. Comme ça, on saura la suite. Mais donc, pour ceux qui savent pas, ben, It's a Wonderful World, c'est un jeu de gestion de ressources et de drafting de cartes et non de deck building comme dirait Benji. Donc ça veut dire que on va à chacun son tour prendre des cartes, on va les mettre dans notre empire si on veut. Et puis on a deux choix, soit on va la construire cette carte-là ou on va la défausser pour utiliser la ressource pour pouvoir aller plus loin dans notre construction de nos cartes. Ce qui est génial avec ce jeu-là, c'est qu'on va prendre les ressources en ordre et puis pendant cette phase de production de ressources, on peut potentiellement créer des cartes qui vont nous aider dans la même phase de ressources. Donc il y a vraiment, c'est un jeu où on va vraiment essayer de planer ce qu'on va faire, on va vraiment essayer de choisir nos actions comme il faut. C'est vraiment un jeu qui gagne à être connu puis vraiment à faire plusieurs parties. Au début, on faisait n'importe quoi, puis d'ailleurs, c'est vrai que quand je le présente à des gens, souvent ils font je sais pas ce que je fais. Mais c'est vrai qu'après 4, 5, 6 parties, vraiment génial. J'ai un peu le même sentiment avec Red Rising qu'on a commencé à jouer beaucoup récemment. Un jeu qu'au début on n'avait aucune idée ce qu'on faisait. Puis maintenant, j'ai encore un peu aucune idée, mais ça va déjà mieux. Des fois, il y a vraiment des jeux qui gagnent à être connus comme ça. Qui gagne à être joué presque. Qui gagne à être joué, ouais, littéralement. Alors, comme je t'ai dit, moi, It's a Wonderful World, je l'ai mis en premier. Donc, je sais très bien. C'est quoi ton numéro 1? A Fake Artist in New York. Non! Si t'avais dit le loup-garou, je pense que je divorçais. Donc, Teotihuacan? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une surprise pour personne. Ouais. Parce qu'en plus, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, j'en parle tout le temps à quel point tu adores ce jeu. J'adore ce jeu, il est fantastique. Et puis pourtant, à l'époque, quand je te l'avais présenté, c'était encore une fois un de ces jeux... Mais il me semble que je t'avais pas tellement forcé parce que la thématique t'avait beaucoup attiré. Le côté un peu Inca comme ça... C'est pas les Incas, c'est les Aztèques, non? Le côté un peu aztèque comme ça, t'avais bien attiré, non? Oui, alors je crois que déjà ça m'avait attiré, puis j'avais regardé les tuiles et puis j'avais trouvé ça... Ouais, c'est intéressant, puis c'était... Il me semble que c'était un moment en fait où tu n'avais pas forcément énormément de grands jeux dans ta ludothèque. Non, c'est vrai. Et donc, et c'est pendant le confinement donc on a commencé à jouer. Oui. Donc c'est ça, en fait, je me suis dit, et pour une fois, j'ai du temps. Ouais. Et c'est vrai que j'ai très très vite accroché, j'ai tout de suite adoré en fait. Ouais. Alors, il n'est pas parfait. C'est vrai que maintenant on a tellement joué qu'on a réussi à voir certains défauts dans le jeu. Mais je trouve que c'est un jeu très 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 fun, extrêmement stimulant, il y a beaucoup à faire. Puis les problèmes que tu dis, ils ont quand même des fois été adressés dans les extensions, parce que nous on a toutes les extensions. On a toutes les extensions, tout à fait, c'est vrai qu'ils ont été adressés dans les extensions, puis avec les extensions ça va beaucoup mieux. Ouais. Le seul problème pour Teotihuacan, c'est vraiment la mise en place, c'est très 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 long. Ouais. Et une fois que tu as joué une fois, tu te dis il faut que tu rejoues parce que vu toute la peine que tu as prise à mettre tout en place, ça vaut pas la peine de tout ranger à nouveau. Mais c'est drôle parce qu'en plus, toi tu dis que c'est ton jeu préféré ever, puis en plus c'est un jeu qui, les gens le conseillent pas à deux, puis pourtant nous on a joué presque toutes nos parties à deux. Tout à fait. On a fait à plus, et puis à plus ça va très bien aussi, mais c'est un peu lent. Ouais, puis d'ailleurs c'est aussi, c'est un des, donc t'avais Seven Wonders Duel et Teotihuacan que tu jouais sur Board Game Arena pendant le confinement, et puis t'avais tout de suite arrêté parce que tu disais mais les gens sont tellement lents, j'en peux plus. Non mais j'en peux plus. Ça c'est vraiment un problème que j'ai, c'est que je suis très très impatiente quand il s'agit de jeux. Je pense que justement moi je prends les jeux moins sérieusement que d'autres personnes, et donc pour moi il faut que ce soit rapide. Ouais. Et donc sur Board Games Arena, quand je voyais le temps qui s'écoulait, le temps que la personne prenne sa décision, qu'est-ce que ça m'énervait. Ouais. Justement je disais chaque fois que je perdais que c'était pas que vraiment j'avais perdu, c'est juste qu'il m'avait battu par ennui parce qu'à la fin j'en avais tellement marre d'attendre que je faisais n'importe quoi. Ouais. Mais c'est drôle parce que si je regarde la majorité des jeux dans cette liste puis la majorité des jeux que t'aimes, toi je pense que ce que t'aimes, si j'avais à dire une thématique ou quelque chose, toi c'est les combos. T'adores, exemple, faire quelque chose qui te permet de faire quelque chose d'autre, qui te permet... C'est pour ça qu'en fait, quand t'as découvert Tréfuté, c'était comme l'extase, parce que c'était comme « Ouh, je peux faire ça, qui me fait ça, qui fait ci. » J'adore ça, j'adore les combos, en effet. Moi, j'ai lié ça, en fait, à Candy Crush, que je pense que beaucoup de personnes ont joué. J'ai dû arrêter, parce que justement, j'étais devenue trop accro, mais ouais, tout ce concept de combo, c'est... On sent ces petites parties dans le cerveau un peu comme ça qui est toute stimulée comme genre oui c'est super. Et donc oui en effet j'adore ça. Alors ben moi j'avais inversé, j'étais vraiment partagé entre tes deux premiers, parce que c'est vrai que Teotihuacan ça fait longtemps qu'on n'a pas rejoué, et puis j'ai l'impression que si je te dis maintenant go on en fait un des deux, tu dirais plus It's a Wonderful World parce que c'est plus rapide. Oui par rapport au temps si... Comme je répète, s'il y a un nouveau confinement, alors on peut refaire beaucoup de Teotihuacan.
Puis d'ailleurs, je l'avais pas dit, Teotihuacan, qui est un jeu de Daniele Taccini, on a un peu essayé de découvrir tous ces jeux. Il y en a jamais un qui t'a accroché autant que Teotihuacan, parce qu'on a Tekhenu que t'aimes assez bien. Oui, j'aime assez bien. Difficile, hein, Très Tekhenu, difficile. hein, mais oui, je l'aime bien. Mais quand on était au Canada, encore une fois, confiné, hein, Oui. on était isolés, on avait acheté Tolkien. Oui. Parce que tout le monde me disait, moi, mais si t'aimes Teotihuacan, faut que tu aies Tolkien. Puis franchement, on l'a vraiment moins aimé. Hein. Oui, moi j'étais un petit peu déçue parce que j'ai l'impression qu'il avait été très hyped up, que justement c'était mieux que Teotihuacan. Ouais. Puis on était là genre, oh, quelque chose qui est mieux encore que Teotihuacan. Et finalement, Ouais, pas du tout. Ouais. quoi, pas mal, mais on a l'impression aussi que justement après ces 2 semaines de confinement, on avait plus ou moins fait le tour, alors que Teotihuacan, encore aujourd'hui, bon, Ouais. c'est vrai qu'on a les extensions et tout ça, mais il me semble qu'on a dû jouer beaucoup plus de fois avant de se dire, ah là, on commence à voir certains défauts. Ouais, ou genre des stratégies optimales qui gagnent tout le temps, ouais. Je viens de repenser pour le It's a Wonderful World, Frédéric Guérard, Anthony Wolfe, l'illustrateur, j'en avais pas parlé. Alors, je vais te dire où est-ce que moi je me suis trompé. J'ai pas mis Seven Wonders Duel, mais moi en numéro 3, j'avais mis Wingspan. Alors non, c'est vrai que j'aime bien Wingspan, mais Wingspan c'est plus comme Parks pour moi, c'est un jeu qui est assez relaxant, qui est assez sympa. Mais comment expliquer? Il n'y a pas ce côté un peu exciting. Oui, Et c'est vrai que mes top 5, j'aurais donné ce côté-là, ce côté où je suis un peu genre, oh oui, je me réjouis de voir ça. Donc ouais, c'est pour ça que c'est pas partie de mon top. Je te dirais que le jeu que tu as parlé dans ta découverte, Awkward Guess, je pense qu'il pourrait avoir le potentiel de finir dans ton top 5 si on avait à refaire l'année prochaine, parce que je me souviens pas de la dernière fois que tu avais été aussi excité d'un jeu qu'à la fin, tu as tout de suite dit, ah, mais tu me disais déjà les prochaines fois qu'on pourrait y rejouer, puis tu étais comme on pourrait inviter ces personnes-là pour jouer. Donc je pense que c'est un jeu qui va finir éventuellement dans ton top. Oui, tout à fait. Et puis, si j'avais en 6e position, j'aurais mis Citadel. Ah, mais j'y ai pensé aussi. Ben, c'est parce qu'on joue jamais, mais c'est vrai que l'autre jour, quand tu l'as sorti, t'as fait mention à ce jeu comme quoi tu l'adores. Ouais, j'adore Citadel, il est super. Encore une fois, un jeu qui a de la confrontation, qui peut être énervante. Ah oui, alors c'est vrai, quand on joue avec Mathieu et puis qu'il choisit systématiquement l'assassin et puis qu'il me tue à chaque fois, oui, c'est vraiment. Mais généralement, pour moi, c'est plus un petit peu alors comme Brimstone. Ouais, c'est aléatoire. T'essayes de genre, tu regardes un petit peu les cartes des gens et tu dis genre, je pense que cette personne va plutôt prendre cette carte. Non, j'aime beaucoup. Je l'aimais aussi beaucoup ce jeu avant, mais c'est vrai que j'ai fait une partie avec mes amis à Fribourg, et puis je me souviens qu'une fois, 4 tours de suite, sans qu'on fasse exprès, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer, et puis il venait rouge. C'est pourtant c'est pas quelqu'un qui est mauvais perdant, mais il était vraiment genre là les gars, j'en peux plus quoi. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est horrible. Ouais. Ben, en tout cas, on a déjà fini l'épisode, Nadia. Est-ce que t'as aimé être sur le podcast? Oui, c'était marrant. Ouais. Est-ce que donc on peut s'attendre à ce que tu vas écouter au moins cet épisode-ci? Je vais essayer. Tu vas peut-être te trouver ennuyante toi-même. Ouais, c'est ça, je vais me dire genre quelle horreur. Ben, merci beaucoup d'être venu avec nous. Si, avec plaisir. Donc avant de vous dire au revoir, je vais juste vous lancer la question de la semaine, qui est bien sûr en lien avec l'épisode. Si votre conjoint ou conjointe n'était pas très jeu avant de vous connaître, c'était quoi le jeu qui les a charmés? Est-ce que tu veux déjà y répondre, toi, à cette question? C'est quoi le jeu qui t'a charmé? Alors, Codenames. Codenames? Ouais. C'est ça que t'as fait, oh mon dieu, ça peut être cool les jeux. Totalement. Ouais. Je dirais Codenames. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup. Et puis, ben, merci à vous d'avoir écouté. Et puis sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue dessus.